Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la formule du coefficient de corrélation linéaire. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué un peu le rôle du coefficient de corrélation linéaire qui se trouve à être, entre autres, indiquer l'intensité du lien linéaire. Et en plus de ça, on peut aussi savoir si le lien est négatif ou positif. Vous avez peut-être eu au secondaire une méthode d'estimation du R. Donc, je sais que ça a parfois été enseigné. Puis vraiment mon crayon, ça ici. Donc, il y en a des fois qui faisaient des boîtes autour du R et selon la largeur et la longueur, on pouvait avoir une vague estimation de la valeur de R. C'est comme vous pouvez vous en douter, là, c'est vraiment pas une méthode qui est précise, très très loin de là. Par contre, il existe une formule pour calculer vraiment le R. Vous pouvez, il existe plein d'applications. Il y en a qui l'ont appris avec la TI 83, calculatrice graphique, ou Excel est capable de le donner aussi. Donc, il existe une formule qu'on va apprendre à utiliser. Une formule assez complexe, mais on va prendre le temps de la décortiquer. Donc ici, formule du coefficient de corrélation linéaire. Donc le R va être égal à ce gros monstre-là. Okay? Ou bien une version équivalente, une deuxième formule un peu plus simple à l'écriture, mais qui est tout à fait équivalente. Vous avez ça ici. Donc, petit rappel, on voit souvent ce petit symbole ici. C'est le symbole de la sommation. Donc, on va en avoir de besoin tantôt. Donc, quand on regarde ça, si, disons, je me concentre sur la deuxième formule qui est ici, ce qu'on peut voir, vous avez un élément ici qui correspond à la somme de tous les produits X et Y. Donc, on va regarder ça en mémoire. Le N, c'est le nombre de couples, donc le nombre de points, finalement. Donc, le nombre de couplets XY. Le X bar, Y bar, ça va représenter les moyennes des X, la moyenne des coordonnées Y. Le N-1, ça va tout simplement être le nombre de points moins 1. Et finalement, le SX et le SY, eh bien, ça va être les écarts types pour mes coordonnées en X et mon écart type pour mes coordonnées en Y. Mon écart type échantillonnal, donc avec la division du N-1 au dénominateur. Donc ça, c'est notre formule. Les deux fonctionneraient très bien, mais pour mon exemple, à la page suivante, je vais me concentrer en utilisant celle-ci. Donc, allons à la page suivante. C'est ici. Parfait. Donc ici, vous voyez, on a repris l'exemple d'introduction, c'est-à-dire qu'on a 8 pays et on a l'indice de fécondité et l'espérance de vie, donc X et Y. Donc ici, on a toutes les valeurs de nos X, toute une colonne. Ici, toute la colonne de Y. Et pour s'aider, parce que pour utiliser notre formule, il y a plusieurs éléments qu'il va falloir calculer. Donc ici, on peut se rajouter des colonnes. Donc on a rajouté une colonne de x au carré, y au carré, et le produit x, y. Et donc à partir de là, ce que je conseille pour compléter le tableau, ici, on peut additionner chacune de ces valeurs de x. Et là, à ce moment-là, on a obtenu la somme des x, donc l'espèce de z, qui est le sigma majuscule, donc la somme des x ici. On fait la même chose pour y, on obtient la somme des y. Et on peut utiliser ces valeurs-là pour calculer la moyenne. Donc ça se calcule très, très facilement. Le x bar et le y bar, on les obtient tout simplement comme ça. Cette colonne-ci, c'est assez simple. On va tout simplement prendre chaque valeur de x qu'on va mettre au carré. Et vous pouvez arrondir à 2 décimales près. Donc en faisant ça, ici, et on l'additionne à la fin, à ce moment-là, notre 119 représente ici la somme des xi au carré, qu'on va avoir de besoin dans la formule d'écart type qui est juste là. On fait la même chose avec y, donc on va obtenir la somme des y au carré. Et finalement, pour la dernière colonne, vous pouvez tout simplement faire le produit ici de x et y, donc à ce moment-là, 5,87 fois le 53,8, et vous pouvez calculer le 315 et 81. À la fin, vous faites la somme
et vous obtenez ça ici, le 1575 des poussières, qui se trouve être la sommation XY. À partir de là, on peut compléter les calculs ici, parce que dans la formule qu'on a dans le bas, on a besoin de l'écart type X et l'écart type pour Y. C'est une formule un peu différente que celle qu'on utilisait un petit peu plus au chapitre 1, mais elle est un petit peu plus rapide à utiliser. Donc, vous pouvez regarder, là, dans le fond, j'ai tout de suite mis la racine carrée. Et à l'intérieur, vous avez une formule de variance. Donc, vous pouvez reprendre la somme des xi au carré, moins n fois le x bar au carré, donc la moyenne va être mise au carré. Tout ça divisé par le n-1. Donc, si on place les bons nombres aux bonnes places, on a ce calcul-là et on obtient 1,92. On fait la même chose avec y, on obtient 14,44. Et un coup qu'on a tous ces éléments-là, ben on peut appliquer notre dernière formule qui est juste ici. Donc, la somme des x, y, c'est notre 1575, ici. Le n qui valait 8, donc c'est ici, on a 8 points. Ici, le x bar, le y bar. Au dénominateur, on a le n-1, donc 8-1, ça nous donne 7. On a le premier écart type en x et l'écart type en y. Et finalement, donc, on peut compléter le calcul et obtenir le coefficient de corrélation. Comme vous voyez, c'est un calcul qui peut être très long et ici, on avait uniquement 8 points. Donc, c'est loin d'être une formule qui s'applique aisément. Si jamais, donc vous allez en avoir un exercice, lors d'un examen, ce que je pourrais faire, et ce que je risque de faire, c'est que je vais vous donner une partie des éléments. C'est-à-dire que pour appliquer une grosse formule comme ça se pourrait que je vous donne, exemple, déjà le x bar, le y bar, un des écarts types, la sommation xy, et il vous resterait par exemple à calculer un des écarts types en x et ensuite à compléter la formule pour trouver la valeur de R. Donc, ce serait le genre de choses que je pourrais demander. Donc, je pourrais vous donner une partie des éléments et vous en laisser une autre partie à calculer. Donc, c'est des choses possibles, histoire que ça ne vous prenne pas trop de temps inutilement. Aussi, je vais vous présenter dans cette petite vidéo aussi un petit fichier Excel. Je vais le déposer dans Léa. Donc ici, vous pouvez voir comment, parce que évidemment vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez aussi utiliser Excel. Donc ici, j'ai remis mes X, mes Y, et vous pouvez utiliser vos fonctionnalités Excel. Donc en faisant une somme, tout simplement, ici. Si je clique dessus, donc vous voyez que j'ai repris la case, que je l'ai mis au carré. Je l'ai aussi arrondi, pour que ça ressemble à ce qu'on pourrait réellement faire papier-crayon. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser Excel pour compléter le tableau également, calculer les moyennes, les écarts types. Vous voyez qu'ici, j'ai carrément utilisé la formule d'écart type standard, comme ça ici. Donc, à partir des valeurs de X, à partir des valeurs de Y ensuite. Et je vais faire le calcul. Ici, ça me donne moins 0,96. Graphiquement, aussi avec Excel, on peut, c'est ici, obtenir le graphique et faire tracer une droite. Donc, je n'irai pas trop loin avec Excel parce qu'on est à distance et on va se concentrer sur les notes de cours, mais vous voyez évidemment que c'est des choses qui sont possibles de faire. Donc, je vais revenir dans les notes. C'est ici. Donc, ça. Je descends. En passant le fichier Excel, je vais vous le donner. Vous avez déjà des tableaux qui sont remplis partiellement que vous pourrez vous servir aussi pour vous aider dans les exercices. Maintenant, pour finir la vidéo, ici, parfait. Donc ici, l'interprétation du coefficient de corrélation linéaire. Donc, pour interpréter un coefficient linéaire, en général, lorsque la valeur absolue est supérieure à 0,85, on va pouvoir dire que la corrélation linéaire est forte. Donc, c'est un peu la ligne qu'on trace. Donc, ici, la valeur absolue, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes aussi dans les négatifs, mais disons moins 0,9 ou moins 0,96 comme notre exemple précédent,
on va pouvoir dire que c'est une corrélation linéaire qui est forte. Même chose si vous êtes dans les positifs, donc à partir de 0,85, on peut qualifier notre corrélation linéaire de forte. Et ce que ça signifie finalement, c'est que le modèle linéaire est un très bon modèle pour décrire le lien entre X et Y. D'autres petites remarques au sujet de la corrélation linéaire. Donc ici, on remarque que la corrélation linéaire ne nous renseigne pas sur la nature du lien entre deux variables. Une forte corrélation n'implique pas nécessairement un lien de cause à effet. Donc ça, c'est quand même important. Corrélation ne signifie pas causalité. Donc c'est toujours bon d'identifier une corrélation, mais il faut faire attention au niveau de l'interprétation pour ne pas non plus interpréter à tort une causalité provenant d'une corrélation. Donc un exemple ici. Supposons par exemple qu'on trouve une forte corrélation linéaire entre le nombre de bars et le nombre d'églises dans les municipalités du Québec. Donc, si je pose X étant le nombre de bars et Y le nombre d'églises, bien évidemment qu'on ne peut pas conclure un lien de causalité entre le nombre de bars et le nombre d'églises. Okay? Ce qui s'est passé, même si on a une forte corrélation, c'est que ici, dans les deux cas, ça dépend de la taille de la municipalité. Donc, ça peut dépendre d'une troisième variable. Donc ici, au lieu de conclure un lien de causalité entre X, Y, il faut faire attention. Parfois, ça provient d'une troisième variable cachée qui crée le lien entre les deux. Donc, il faut faire attention au niveau de l'interprétation pour ne pas conclure à tort une causalité. Même si on a une corrélation, donc une corrélation, ça veut dire qu'il existe un lien, mais la causalité de cause à effet, c'est loin, ça prend plus qu'une corrélation pour démontrer ça. Autres petits éléments. Donc, la corrélation linéaire se calcule habituellement sur un échantillon. Tout à fait vrai. Le coefficient de corrélation linéaire pour l'ensemble de la population est noté ici. L'espèce de P, en fait, c'est appelé ρ. C'est une lettre grecque, écrite de cette façon-là. Mais on ne s'aventurera pas trop là-dedans. Sachez qu'il est possible de procéder à des intervalles de confiance ou à des tests d'hypothèse à partir d'un R provenant d'un échantillon. Mais comme j'ai mentionné ici, là, on ne s'aventurera pas là-dedans. Ce sera plus dans un cours plus avancé de statistiques. Par exemple, à l'université, que vous pourriez avoir à faire des tests d'hypothèse à partir d'un coefficient de corrélation linéaire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Ce qu'on a appris finalement, c'est qu'il existe une formule assez complexe pour déterminer la valeur du coefficient de corrélation. Et on a eu d'autres remarques. Donc, à partir de 0,85, quand vous mettez votre R en valeur absolue, eh bien, si ça dépasse cette valeur-là, vous avez une relation qui est forte. Et il faut toujours faire attention de ne pas établir une causalité en provenance d'une corrélation. Ça prend d'autres choses pour valider une causalité. Donc, c'était tout pour cette vidéo.